Bonjour Marie, Bonjour Vanessa. on est ravis dans le podcast de cet épisode des Portes qui claquent de t'inviter, de te recevoir. Est-ce qu'on pourrait commencer par te présenter? Merci de m'accueillir Vanessa, c'est vraiment une grande joie pour moi de discuter avec toi aujourd'hui. Alors pour me présenter, je suis maman de 4 enfants Mhm, avec des ados d'âges différents, 17, 15, 11. 11 on est au tout début, et mhm. puis un petit garçon de 8 ans. Oui, Voilà. J'ai été longtemps professeur des écoles. C'est un métier que j'avais choisi en sortant du bac, qui m'a beaucoup intéressée pendant de nombreuses années. Et puis, la vie m'a amenée vers un autre choix, un autre métier. Et aujourd'hui, je suis psychopédagogue. oh, qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est un métier émergent, on va dire, parce qu'il n'est pas très connu. Mais c'est l'accompagnement des enfants, des ados, autour de la difficulté dans les apprentissages scolaires. D'accord. Donc le psychopédagogue, il essaie de redonner du lien positif, de l'envie d'apprendre, Mhm, de la joie d'être élève. mhm. Et il accompagne du coup souvent du début du primaire jusqu'à parfois des adolescents un peu plus grands, des étudiants aussi. Mhm. J'ai envie de te poser la question, comment est-ce que toi tu définis l'adolescence? Alors, souvent, adolescence est associée avec crise, Oui? et j'ai horreur de ce mot. Mhm, J'aime pas du tout. Euh, Crise politique, crise financière, crise sociale, crise des 2 ans. Enfin, et mhm, voilà, il y a plein de crises. mhm. Et je trouve qu'en fait, quand on pose un autre regard sur ce moment, quand on pose le regard comme si c'était un passage, eh ben, je trouve que déjà ça adoucit l'image qu'on peut en avoir. C'est un passage obligatoire. C'est un passage qui peut être désagréable, agréable, confortable ou pas. Euh, mais il y a un début et puis il y a une fin, un peu comme Mhm. un tunnel, j'ai envie de dire, où au fond il y a la lumière et où finalement cette lumière, ce serait peut-être la connaissance de soi. D'accord, j'aime bien cette proposition que tu nous fais là de penser l'adolescence comme un passage finalement entre l'enfance et et l'âge adulte, c'est ça? Ouais, Oui, exactement. C'est un pont. oui. Et ce pont, il se passe tellement de choses. Alors des choses difficiles, hein, parfois des choses qui bouleversent, Hmm. avec des portes qui claquent, mais c'est ok. Hmm. Et il faut passer par là pour apprendre à mieux se connaître et puis peut-être se trouver aussi Hmm. en tant qu'adulte après. Voilà, puis quand on peut faire le lien aussi avec tout ce qu'on a été adolescent et qui aujourd'hui fait qu'on est ce qu'on est adulte. Hmm. Et toi, Euh, comment t'étais? Comment était ah là. Marie à l'adolescence? Tu pourrais nous partager ça? Ouais, bien sûr. J'en ai claqué des portes. Ah oui, Ouais. Je pense que ce que je retiens de cette adolescence, c'est un moment où j'avais beaucoup de mal à exprimer mes émotions, d'accord. à me poser des mots sur ce qui pouvait me traverser. Et forcément, c'était difficile de verbaliser, de se faire comprendre. Alors, je pense peut-être par l'entourage proche, par les adultes. Alors, j'étais bien entourée avec des sœurs qui étaient proches de moi en âge et du coup proches de moi aussi dans les stades de développement, forcément. Mhm. Donc ça aidait bien parce qu'entre ados, on se comprend mieux. Euh, et puis, il y a eu aussi des figures marquantes qui aujourd'hui sont encore des figures inspirantes de cette D'accord. période. Oui. Notamment, je pense à Patricia, qui était ma monitrice d'équitation et qui a eu vraiment un impact super important pour moi pendant toutes ces années. Tu saurais dire pourquoi? Elle a été comme ça Ouais, importante et précieuse. ouais, Ouais. ouais, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout ce qu'elle m'a laissé. C'était une personne avec un très fort tempérament, un D'accord. caractère incroyable, mais qui était prêt à soulever des montagnes Hmm. et qui croyait en chacun des jeunes qu'elle avait sur sa route. Hmm. Peu importe d'où il venait, peu importe son histoire, mais elle croyait en nous. Hmm. Et elle m'a permis du coup
de vivre, par exemple, d'aller dans le monde de la compétition, dans les championnats de France, des choses comme ça que j'aurais jamais fait. Parce que, en fait, moi, j'habitais en région parisienne Mhm. et que quand on allait monter à cheval avec ma cousine, qui était aussi mon duo de l'époque, Oui. on partait en Normandie, chez mes grands-parents, et donc on n'avait pas une pratique régulière. Donc quand on veut accéder à la compétition et qu'on n'a pas forcément une pratique régulière, bah, ça pose problème à un moment donné. Mhm. Et en fait, pour elle, c'était pas un problème. Et elle nous a laissé notre chance. Mhm. Et peu importe le niveau à laquelle on arrivait, elle a cru en nous, elle nous a poussés, elle nous a vraiment donné cette énergie du dépassement. Oui. Oui. En même temps, quand j'entends parler de cette Patricia, je me dis que ce qui est fort là dans ce que tu transmets, c'est son niveau d'implication, son engagement vis-à-vis de vous, et finalement le flambeau qu'elle vous passe en disant, bah tiens, tu peux, toi aussi tu peux le faire. Ouais, Ouais. ouais. Et c'est une personne qui l'a fait avec des enfants cabossés, des enfants de l'ASE qui étaient placés en fait dans des structures qu'elle avait créées, en fait des lieux d'accueil. Hein. Et du coup, on a grandi avec des enfants qui avaient vraiment des histoires de vie très compliquées. Mhm. Et son lien était le même, peu importe d'où on venait, peu importe notre histoire, notre famille. Mhm. Et ça a vraiment très fortement impacté Mhm. ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui résonnent encore très fortement de cette période-là. Ah, magnifique. Et je suis en train de penser à ce que tu décrivais, au fond, combien c'est important d'avoir des gens qui croient en nous à cet âge-là. Alors avant et après, bien sûr, mais particulièrement à cet âge-là. Tu dis qu'elle a porté la vision de toi en compétition, alors même que tu n'en rêvais pas. Ouais. Et ça change une vie, en fait. Ouais, ça change une vie parce qu'en fait, euh, elle a su mettre le doigt sur des choses qui étaient enfouies, qui n'étaient pas forcément valorisées dans le milieu scolaire ou dans notre vie Hmm. familiale. Et elle a su du coup nous faire confiance. Mhm. Et en fait, cette confiance qu'elle nous a donnée, hein, tu peux y arriver, tu es capable, je crois en toi. Ouais. Hmm. Quand on a 15 ans, 16 ans, bah en fait, ça donne des ailes. Hmm. Et après, pas grand-chose n'est un problème. Finalement, le scolaire, ben, il s'encastre dans cette croyance qu'on a de nous-mêmes avec facilité. Et pour faire le lien avec ce que je vis aujourd'hui, euh, redonner ce pouvoir aux ados, c'est leur redonner aussi les rênes de leur vie. Hmm. Tu peux choisir qui tu veux devenir. Absolument, oui. Et du coup, effectivement, la question que je me pose, c'est quand je t'entends comme ça, je me dis, est-ce que tu fais encore du cheval? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu l'as transmis, toi, à tes enfants? Ouais. Ouais? Alors, moi, je monte plus parce que je suis un peu rouillée. Et puis, j'ai peur de me faire mal, donc non. Mais j'ai passé ça, le flambeau, à ma fille aînée, Ouais? qui s'épanouit beaucoup là-dedans. Pas dans le même contexte, mais elle a retrouvé, en fait, dans ce monde de l'équitation, ce lieu de vie, en fait, où il y a aussi le lien avec l'animal, qui est aussi très, très intéressant Mhm. euh, et qui lui apporte beaucoup. Elle a aussi, voilà, c'est ce plaisir d'essayer des choses, euh, de se dépasser. Et oui, oui, j'ai transmis. Euh, mais c'est vrai que moi, toute cette ambiance, elle est vraiment clairement associée à Patricia, puis à ses enfants, à tout ce qu'on a vécu là-bas. Mhm. Et du coup, j'ai aussi du mal à, à partir ailleurs parce que ce souvenir, il est doux Mhm. et c'est un peu mon cocon. Et voilà, il est bien comme ça. Mhm. Je suis en train de me demander, dans le cadre de ton enseignement, toi, tu es aussi présente auprès des parents? Ouais. Alors à la fois dans ta période où tu as enseigné à des classes, et puis là maintenant en tant que psychopédagogue, quel est le genre de relation tu as avec les parents? Alors, je dirais que c'est une relation qui a beaucoup évolué Oui. parce que j'étais frustrée à l'école. En fait, les parents, on les voit 2, 3 fois par an. Avec un peu de chance, on les croise en allant au gymnase ou en sortant Mhm. pour aller pour rentrer chez moi. Et cette coopération,
je la sentais comme étant vraiment quelque chose de fondamental et en même temps, j'avais pas non plus l'espace-temps quand j'étais enseignante pour développer des relations peut-être plus proches et plus efficaces pour accompagner les enfants. Donc j'avais vraiment envie, quand j'ai commencé à réfléchir à ce changement de métier, de garder ce lien d'accompagnement des familles et ce lien proche avec l'enfant, en restant dans quelque chose qui était autour des apprentissages, mais qui était plus dans le groupe, parce que le groupe était fatigant et difficile à gérer. Et finalement, dans ce métier de psychopédagogue, il y a vraiment cette part de rencontre de l'enfant, et qui fait toute la différence avec ce que j'ai vécu quand j'étais enseignante, parce que quand on se rencontre une première fois, il y a vraiment un grand temps que je dédie à la rencontre avec la famille, pour comprendre dans quel univers vit l'enfant, pour comprendre comment ses parents l'accompagnent. Et ça, j'adore. Je trouve que c'est passionnant. Ça permet tellement de comprendre plein de choses. Parfois, quand je fais même le pont avec des enseignants pour qu'on puisse aider mieux un enfant qui est en difficulté, en souffrance scolaire, et qu'on peut échanger et que j'amène des petits éléments qu'ils n'avaient pas perçus, et ben, le regard de l'enseignant change et on est plus efficace. Est-ce que tu saurais dire, par exemple, comment se comporte un enfant qui est en difficulté scolaire? Comment est-ce qu'on peut identifier les problématiques qu'il rencontre et du coup, comment est-ce qu'on peut l'aider? Ouais, bien sûr. Alors, les premières demandes en fait qui me parviennent, souvent, ce sont des enfants. Alors, il y a deux cas. Il y a peut-être l'enfant qui va bien, mais qui travaille beaucoup, ou pour qui les devoirs sont compliqués, ou qui a une forme de tristesse par rapport à l'école, un peu de plus trop envie, plus trop de foi, d'espérance dans ce qu'il fait, plus trop de sens finalement. Donc on essaie de décortiquer, on essaie de comprendre d'où ça vient, et puis on essaie de tirer quelques ficelles. Et puis il y a aussi tous les enfants qui ont des troubles des apprentissages, alors soit déjà diagnostiqués, donc souvent c'est des enfants qui ont déjà vu des psychologues, des neuropsychologues qui ont été testés, bilantés, qui ont fait des rééducations orthophoniques, et puis qui arrivent parce qu'il y a encore besoin de soutien, d'étayage, il y a besoin d'une présence peut-être pour accompagner l'apprentissage. Et donc cette demande vient souvent des parents. Et puis il y a tous les enfants qui n'ont pas encore été diagnostiqués, donc avec parfois des difficultés de concentration, ça il y a beaucoup de demandes, des difficultés de comportement, des résultats scolaires en chute. Et puis quand c'est le bon moment pour les parents de se pencher sur la question, on essaye d'avancer marche après marche, parce que le diagnostic, il faut le réfléchir. Il ne doit pas tomber comme ça. C'est un chemin qui doit aider, mais qui ne doit pas coller une étiquette avec laquelle on s'enferme. C'est important ce que tu décris là, parce que identifier quelque chose sans pour autant coller l'enfant à ce qu'on a trouvé comme difficulté, c'est subtil, c'est fin, et en même temps, ça fait toute la différence, je crois. Ouais. J'écoutais l'autre jour cette différence entre l'étiquette et l'autocollant. Excellent. C'est une chouette image. Ouais, et j'ai trouvé ça génial. L'étiquette, on la porte, elle reste, elle est coincée, elle est figée. Et l'autocollant, il se déplace, il change, il se modifie. Et il peut avancer selon l'âge, selon le contexte, selon l'équipe de professeurs d'une année sur l'autre. Et je trouve que dans le cas des troubles des apprentissages, j'aime bien cette image de l'autocollant. Il y a quelque chose de plus dynamique et de plus processuel dans ce que tu décris, plutôt que statique et d'identifier. Et au fond, tu décris que c'est un chemin qu'on fait à deux et avec la famille. Bien sûr. Et puis il faut que ça corresponde aussi au degré de compréhension des parents. Il y a des parents pour qui ça va prendre du temps, parce que un trouble de l'attention, en fait, ça réveille en eux peut-être des difficultés qu'ils ont déjà vécues dans leur parcours scolaire, qui n'ont pas été nommées. Et donc, il faut aussi que le parent il ait le temps d'accueillir ça. Et est-ce que je suis prêt pour mon enfant à me dire que peut-être que ce diagnostic peut apporter du mieux, parce qu'on va peut-être pouvoir mettre en place des aides qui vont être plus ajustées, des tiers-temps pour les examens, ou bien des supports étayés pour l'enfant.
Mais ça, on n'a pas tous le même rythme. Donc, il faut l'accepter. Mhm. Euh, Tu poses une question compliquée là, je trouve, et que je trouve c'est intéressant de la soulever aussi comme ça. Régulièrement, effectivement, on se rend compte qu'un enfant présente en creux parfois les mêmes difficultés et, que son parent, ou que l'un des deux, ou que les deux parents. Et il y a dans le temps de l'adolescence une forme d'identification possible, à la fois comme du même ou comme du très différent. Et ce que tu décris, je trouve que c'est important. Parfois, on est challengé en tant que parent de rencontrer chez son enfant des difficultés qu'on a dépassées ou parfois mis sous le tapis. ouais. Hmm, Ouais, ça remue. ça Moi, remue. c'est ce que je sens, hein, c'est que finalement, cette adolescence, où moi, ce que je vois dans ma pratique, c'est que euh, il y a voilà, des difficultés qui sont peut-être plus, qui ont été compensées jusqu'à un certain moment. Ça Mhm, passait dans la sphère de l'école primaire avec un seul enseignant. On arrivait à accueillir et à accompagner l'enfant avec peut-être des petites différences, mais qui prenaient pas autant de forme qu'à l'adolescence, où finalement à l'adolescence, j'ai envie de dire, ça peut exploser, quoi. hmm, Et quand ça explose, ben, c'est vrai que là, c'est autre chose pour le parent. hmm, Et donc, il y a cette remise en question, finalement, ce regard qu'on repose sur sa propre adolescence en écho. mhm. Qu'est-ce que je prends de cette adolescence-là? Qu'est-ce que je garde? Et qu'est-ce que je veux aussi pour mon enfant, avec aujourd'hui toutes les neurosciences qui nous apportent énormément d'avancées super intéressantes. Absolument, oui. Donc, ouais. Je trouve que cet accompagnement, il est vraiment, il est pas que avec l'ado, quoi. Il est aussi avec le parent. Et toi, tu dis, si moi je dis tous les mots, dyslexie, TDAH, TSA, dyspraxie, dyscalculie, est-ce que ça fait partie de ton champ, ça, de travail? Ouais, bien sûr. Ok. Alors moi, je reçois beaucoup d'enfants qui ont voilà tous ces troubles des apprentissages, mais moi, je n'ai pas la capacité à diagnostiquer. Je vois des signes, je vois des choses qui m'interpellent, Hmm, des façons de faire, des comportements, des attitudes, forcément qui rejoignent des choses que je connais et des hmm, difficultés qui font partie de ces troubles-là. Mais voilà, chacun a son domaine d'expertise. Moi, mon domaine d'expertise, c'est l'accompagnement, c'est aider à trouver des outils pour compenser, des béquilles pour avancer. hmm. Et donc, quand ce n'est plus de mon domaine, Tu je adresses. réoriente bien Ouais. évidemment et je réadresse à des personnes dont c'est le champ d'expertise. Mais il me semble quand même que tu portes un regard particulier sur ces capacités-là, justement. Parce que, au fond, quand tu rencontres l'enfant, tu ne sais pas encore comment il va se comporter. Bien Et sûr. est-ce qu'il faut qu'il ait une demande vis-à-vis de toi? Est-ce qu'il faut qu'il se représente le travail que tu vas lui proposer ou... Alors, souvent, la demande, elle vient des parents. Oui. On a rarement vu un ado m'appeler et prendre rendez-vous. Mais Je voudrais qu'on en parle si c'est le cas. on fera un podcast là-dessus. Mais il n'y a pas de. C'est vrai que c'est voilà, la demande des parents. Mais après, bien expliqué, et justement, dans ce premier rendez-vous qui se Hmm, fait avec les parents, souvent l'enfant comprend en fait ce que ça peut apporter. Et quand ils comprennent pas, je dis écoute, ce que je te propose, c'est qu'on essaye. mhm, On essaye 2, 3 séances. On regarde si ça match entre nous mhm, et si tu comprends la démarche et si les outils que je peux t'apporter peuvent t'aider dans ton mhm, quotidien de lycéen ou dans ton quotidien de collégien pour, par exemple, travailler la mémorisation avec laquelle c'est si difficile pour toi. hmm, Donc on essaie de trouver des astuces, des outils, de la pensée visuelle, des cartes mentales. On essaie de créer des supports, on essaie d'utiliser voilà, plein de choses différentes, plein de leviers différents hmm, pour essayer d'aller trouver en fait quel est le fonctionnement. Et là, ce que j'aime bien, c'est que peu importe la difficulté, en fait, parfois, dans les premiers entretiens, on parle d'un TDAH, mais en fait, les parents me l'évoquent. mhm, Et moi, je dis, mais en fait, je ne vais pas forcément creuser plus loin. Je prends ce que les parents me donnent mhm. et j'avance avec cette rencontre de l'ado. Et en Absolument. fait, dans cette rencontre, il se passe plein de choses. Et c'est là où on peut revenir à l'étiquette. Finalement, je les
prends pas forcément avec leur étiquette, je les prends comme un ado, avec ce qu'il est, avec ses qualités, avec ses forces, ses talents, avec sa représentation du monde. Et puis j'essaye de me connecter à lui pour pouvoir rentrer dans sa façon de percevoir le monde, dans sa façon de saisir la réalité qui l'entoure. Et c'est là-dessus que je vais le rejoindre. Je vais pas le rejoindre sur sa dyslexie, sur son TDAH. Bon, ça, c'est une difficulté, elle est là, c'est un trouble, ok. Mais c'est pas ça qui te définit. Il y a tellement d'autres choses derrière. Et je sens qu'en fait, quand on décolle un petit peu justement l'autocollant, et bien en fait, les ados s'autorisent à être autrement, et il se passe plein de choses. Waouh. Ça donne envie de savoir qu'est-ce qui peut bien se passer. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager finalement de ce que c'est qu'un accompagnement, comment est-ce que ça commence et à quel moment tu définis que c'est terminé? Ouais. Alors, donc on définit toujours des objectifs de travail et puis j'ai quand même cet outil que j'adore, qui sont les compétences psychosociales. Oui. Donc ces 3 compétences qui sont des compétences de vie qu'on utilise partout, au quotidien, dans nos rencontres, dans le travail. Donc les trois grandes familles, compétences cognitives, donc tout ce qui touche à la pensée critique, le raisonnement, tout ce qui touche au cerveau finalement. Les compétences émotionnelles, donc là on est en plein dans les émotions, comment je gère, traverse, vis mes émotions. Et puis en écho, on a la confiance en soi qui vient derrière tout ça. Et puis des compétences relationnelles, comment je suis en relation avec l'autre, comment je peux être dans l'empathie avec ce que l'autre vit, comment je résous mes conflits, mes difficultés. Cette grande découverte des compétences psychosociales, en fait, elle est arrivée à un moment donné où je m'étais déjà formée en psychopédagogie. Oui. Et finalement, j'ai trouvé un très grand lien entre la psychopédagogie et les compétences psychosociales. Absolument, oui. Parce que la psychopédagogie, c'est une approche tête-cœur-corps. Et finalement, dans les compétences psychosociales, on retrouve aussi ce tête-cœur-corps qui m'est si cher. Absolument. Donc, j'utilise beaucoup, en fait, ces outils de la connaissance de soi, de la rencontre avec soi-même. Je crois beaucoup que pour mieux fonctionner, il faut bien se connaître. Absolument. Et donc, les ados, dans cette période de construction, la question du qui suis-je, elle est super forte, elle est omniprésente. On est tout le temps en train de chercher, est-ce que je veux ressembler à telle personne, est-ce que je veux m'habiller comme ça, est-ce que je prends les types de langage de tel copain, de telle copine, ou est-ce que je suis moi-même. Et quand on arrive du coup à comprendre que la liberté de penser, la liberté d'être, la liberté finalement de vivre, elle est une libération totale. Et elle permet de faire ses propres choix, et elle permet de comprendre qui on est. Et là ça marche. Moi j'ai toujours... je trouve ça toujours extraordinaire de voir les yeux qui pétillent quand je leur donne un paquet de cartes avec plein de qualités, et je leur dis, je voudrais que tu ailles regarder celles qui t'appartiennent et celles que, non, elles ne sont pas pour toi. Et tu fais le tri, puis on regarde ensemble. Et puis on élague jusqu'à retrouver les 5 qualités qui s'expriment le plus fortement dans l'ado. Et waouh! C'est extrêmement précieux ce que tu décris. C'est au fond apprendre à se connaître et puis aussi à connaître le monde. Parce que ce que j'apprécie vraiment dans ce que tu nous transmets là, c'est combien l'adolescent a aussi besoin d'un regard et d'un étayage pour trouver les mots qui vont pouvoir définir ce qu'il traverse, les éléments qu'il constitue, la manière dont il interagit avec les autres. J'adore. Et du coup, comment tu sais que l'accompagnement est terminé ? Alors ça, c'est toujours une grande question. Alors, il y a des ados qui vont dire, là, c'est bon, moi, j'ai les outils qu'il me faut, je me sens plus à l'aise, je me sens plus confiante, je me sens d'attaque, et puis, c'est OK. Donc, bien sûr que c'est génial quand on sait qu'ils ont cette capacité à s'auto-évaluer, et à dire, c'est bon pour moi, j'ai ce qu'il faut. Et puis, parfois, il est nécessaire de faire une pause.
Mm. parce que c'est plus long et peut-être que le temps de la pause, le temps où cette rencontre qui est parfois toutes les semaines ou tous les 15 jours n'a plus lieu, ça laisse de la place euh, pour penser autrement, pour se réapproprier les choses, peut-être pour digérer tout Mhm. simplement. Donc parfois je propose de faire une pause en proposant toujours de laisser la porte ouverte Oui. pour que l'ado puisse revenir s'il en exprime le besoin. Et d'ailleurs, j'en ai régulièrement qui reviennent refaire un petit shoot, Mhm. reboire un petit peu des petites choses pour repartir, se redonner un peu de confiance, un peu de force. Mm. Et ça, je trouve ça génial parce qu'ils savent que c'est possible. Et c'est très sympa de revoir le chemin 2 ans après. Ah ouais, t'as fait tout ça pendant 2 ans, bravo, Mm. Mm. génial. Et puis parfois, Du coup, tu il... es identifié comme un espace ressource finalement à ce moment-là. Ils ouais, savent qu'en venant vers toi, ils vont pouvoir retrouver des clés, une écoute particulière, euh, un accompagnement particulier. Ils sont capables à ce moment-là de le demander pour eux. ouais. Waouh. Ouais, je pense que là, j'en ai un grand que j'ai eu il y a 2 ans. Il était en terminale, c'était compliqué. Puis là, Mm. il est en prépa Ouais. et il vient me revoir. Et euh, on a eu un entretien. Et puis euh, voilà, il parle, il raconte. J'essaie de lui redonner des petits outils au fur et à mesure de la discussion. Mais en fait, on sent qu'il vient vraiment remplir un réservoir. Je ne peux pas savoir vraiment lequel. Je ne suis pas dans sa tête ni dans son cœur, mais c'est pas grave. C'est OK. Ouais. Et puis, il est suffisamment grand pour reprendre rendez-vous, lui, pour le coup. Mhm. Et s'il le fait, ben ok. Et puis s'il revient dans 2 ans, ben ça marche aussi. Mm. Euh, mais ouais, ça c'est très touchant. C'est des histoires, moi, qui me touchent toujours. Ou alors de recroiser hein, dans la rue, parfois, des grands. Ah oh là là, je me souviens. Des parents qui me disent, ah là, vous avez aidé à un moment donné où on n'avait plus d'autres clés, Mhm. où on avait déjà fait le psy, la psychomote, l'orthophoniste, et on savait plus trop vers qui aller. Mhm. Et finalement, la psychopédagogie a été une réponse à ce moment-là. Absolument. Moi, j'aime beaucoup cette réponse-là et c'est vraiment précieux pour nous, les auditeurs des portes qui claquent, d'entendre parler finalement de cet espace que le métier de psychopédagogie offre. C'est à la fois un espace où on permet des apprentissages et peut-être de nommer des choses dont on ne sait pas que ça s'apprend. Je reviens sur la notion de conflit, des portes qui claquent, avoir des clés pour bien se disputer, pour résoudre un conflit, finalement, ça n'est pas dans toutes les familles qu'on l'apprend. Ouais, Et ça n'est pas forcément à l'école non plus. Alors je trouve, tu vois, dans cet exemple-là, que cet espace de psychopédagogie, c'est extrêmement précieux. ouais. Et moi, je fais le rebond, tu vois, aussi avec... euh, on n'a pas toujours les clés pour apprendre. Oui, aussi. L'école, elle donne un savoir, mais elle explique pas toujours le chemin Mm, pour arriver à exprimer ce savoir. mm, Et parfois, avec quelques outils, je pense souvent à un tableau que je fais avec les grands, de partir d'un document, de pouvoir donner les différentes étapes du document, puis qu'est-ce que moi je sais sur chacune de ces étapes du document, et puis quelle est l'idée principale en fait de réussir à prendre de la hauteur pour après en faire un développement construit, un paragraphe d'une dissertation. mm, Euh, Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on demande, bah voilà, la dissertation, bah tu fais un plan et puis tu donnes tes idées et puis hop, tu déballes ton truc. mhm, Mais avant d'arriver au plan, comment on fait? mhm. Et ça, il y a plein d'ados qui ont du mal à trouver ces chemins-là. Et c'est génial de pouvoir leur montrer ces étapes qui sont peut-être de l'ordre de l'implicite dans le milieu scolaire Mhm, et que là, on décortique et on en fait quelque chose d'explicite. On donne un chemin, on donne un pas à pas mhm. sur lesquels on peut s'appuyer et qui, du coup, redonne de la structure, redonne une colonne vertébrale et permet, du coup, d'améliorer l'expression écrite ou l'expression orale ou l'expression de la pensée d'une façon générale. C'est tellement juste. En fait, donner des repères. Ouais, Des repères qui vont permettre d'identifier, d'évaluer et puis d'améliorer les choses, absolument. Donner des repères. Et comme tu dis, les intelligences sont multiples, donc les repères ne vont pas être les mêmes. Et cette capacité qu'a le psychopédagogue de permettre à l'enfant
d'identifier quels sont les repères qui sont opérants pour lui, Ouais. c'est vraiment précieux. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des enfants qui sont, par exemple, beaucoup dans le mouvement. Et l'école ne permet pas beaucoup de mouvement. Quand on est assis 6 heures par jour, c'est compliqué. Mhm. Alors aujourd'hui, c'est une vraie question dans les écoles. Comment on fait avec tous ces enfants qui ont besoin de bouger, etc. Moi, je ne peux pas révolutionner. Je ne suis pas encore ministre de l'Éducation nationale et je ne le serai pas. Je ne sais pas. Non, c'est pas le but. Mais de pouvoir au moins remettre du mouvement dans les apprentissages à la maison. Mhm. C'est OK d'apprendre sa leçon en tournant autour d'une table. Mhm. C'est OK d'avoir un ballon de basket et d'être dehors pour apprendre ces 25 dates de géographie, d'histoire. Mhm. Ça marche parce que en fait, en mouvement, le corps, il intègre autrement. Mhm. Et il y a des enfants et des ados pour qui c'est fondamental d'avoir du Et mouvement. des adultes aussi. Bien sûr. Moi, mes plus belles idées, je les ai toujours quand je suis en train de marcher sur la coulée verte. Toutes les idées de formation, les idées pédagogiques, et ben c'est toujours en mouvement qu'elles arrivent. Absolument. Ça résonne fort pour moi. C'est le cas aussi. C'est en dansant que j'ai les meilleures idées. Ouais. Donc effectivement, j'ai appris en marchant en long, en large. Et j'avais à l'époque simplement accepté d'être bizarre. Ouais. Mais est-ce que tous les ados peuvent accepter d'être bizarres? Ça, un âge où on demande tellement d'appartenir et de faire comme les autres, s'autoriser une différence et une différenciation, c'est très compliqué parfois. Et je trouve précieux de pouvoir se dire qu'il est légitime, que mon comportement, mes apprentissages, ma méthodologie est légitime et opérante. Bien sûr. Et c'est ce que je trouve ton métier apporte. J'ai en tête ta chambre d'ado. Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait référence et qui fait encore référence aujourd'hui? Le bureau. Le bureau? Ouais. Excellent. Ouais, j'avais un bureau, un grand bureau. Mm. J'adorais, avec plein de tiroirs. Et c'est marrant, c'est très spontané cette réponse, mais je vois ce bureau avec tous ces tiroirs comme étant un peu le cerveau, comme le fonctionnement du cerveau, comme je le transmets aux ados aujourd'hui. Ton cerveau, il a besoin de rangement, il a besoin de regrouper les infos ensemble, de catégoriser, il a besoin de ranger dans des petits tiroirs. Mm. Et ça aide à apprendre. Et ça se fait aussi dans le sommeil. Parce que le sommeil, on sait aujourd'hui que c'est hyper important. C'est essentiel. On sait que nous, les Français, on est en gros déficit de sommeil. Et si peut-être il y a des parents qui nous écoutent, prenez soin du sommeil de vos ados. Alors bien sûr, ils sont ados, ils vont vous entourlouper, ils vont peut-être continuer les écrans, les machins, les vidéos jusqu'à tard le soir. Mais en fait, gérer son sommeil, c'est tellement important. On a tellement de difficultés à se concentrer aujourd'hui pour plein de raisons différentes que finalement, rappeler à un ado que le sommeil, c'est la clé de l'apprentissage. C'est une des bases. Et quand on en prend soin, on améliore sa capacité de mémorisation, d'écoute, d'attention. Et puis on apprend plus vite. Donc dans ma chambre, il y avait aussi ce lit sur lequel j'ai passé quand même pas mal d'heures. Tu veux dire à rêver, à dormir, comment... Ouais, à rêver, bien sûr, à faire des projets dans ma tête, à essayer de comprendre le monde qui m'entoure. Et puis voilà, dans le sommeil aussi, hyper important. Moi, j'en ai besoin de ce sommeil. Si j'en prends pas soin, je peux pas être bien avec les... je suis pas en pleine capacité de réfléchir, de rebondir. Et quand ressentir aussi. Ouais, exactement. Quand on accompagne des ados, des enfants, on a besoin d'être vraiment connecté 100% avec eux. Alors, il y a plein de choses que tu évoques que j'ai envie de ressaisir au vol. En tous les cas, cette notion de connexion avec l'adolescent, tu en as parlé avec Patricia, j'ai envie d'en reparler juste une seconde. La nécessité de s'engager, de s'impliquer, d'être connecté pour qu'il y ait quelque chose qui, à la fois, circule et puisse finalement bouger, c'est le niveau d'engagement. Et je crois que nous, les parents, et je m'inclus dedans, puisque j'ai des enfants ados, c'est quelque chose qu'on peut faire. On ne peut pas apprendre les leçons pour eux. On ne peut pas être engagé à leur place pour participer en cours. On ne peut pas modifier leur relation.
Mais en tant que parent, on peut accueillir Mhm. la parole, on peut donner un espace de rencontre où on va écouter, où on va essayer de se comprendre, Mhm. de se mettre à la place d'eux, euh, de, d'être aussi dans l'empathie quand ils Mhm. vivent des choses difficiles. Alors c'est pas facile parce qu'il y a cette limite aussi avec le copain. Et un parent, c'est pas un copain non plus. Mhm. Un parent, il est aussi là pour reposer le cadre quand il y a besoin. Mhm. Je pense à ces ados qui disent souvent ouais, t'inquiète, je gère. Mais en T'inquiète, fait, je gère. je gère pas grand chose encore à cet Mhm. âge-là. Mhm. Et nous, on est là justement pour poser en tant que parent, poser ce contour qui va être un contour qui va être contenant, qui va être rassurant, Mhm. qui va être accueillant, mais qui va aussi poser du cadre pour que la construction, elle puisse se faire. Mhm. J'étais en train de repenser à cette jeune fille qui est sur son lit. Euh, Il y a du bordel dans la chambre? C'est de la paresse ou pas forcément? Non, j'ai jamais trop aimé le bazar. Alors, Ça, non. c'est-à-dire qu'il y a des espaces de bazar, mais à certains endroits. Hmm. Pas non plus, tout n'est pas rangé au cordeau, mais non, non, j'aimais bien. Et je pense que avec une concentration qui pouvait être fragile à certains moments, finalement, cette organisation, cette méthodologie Hmm. m'a donné des outils pour lutter contre des moments de concentration plus faibles et un Hmm. petit peu plus fragiles. Mais comment tu l'as eu, toi, du coup? Parce qu'aujourd'hui, tu l'enseignes, mais comment tu l'avais, toi? Et bien, je pense que j'ai beaucoup appris de mon papa. Ah, excellent. Mon papa qui a eu beaucoup de difficultés à apprendre, pour qui c'était compliqué, Hmm. mais qui a très bien réussi dans la vie grâce à une organisation Mhm. et à une méthodologie de Hmm. dingue. Hmm. Mon père, c'est le pro de la DIMO, donc il a toujours tout étiqueté, fait Oui. des dossiers, classés, triés, rangés. Hmm. Et en fait, j'ai envie de dire que son bureau, bah, c'est un peu une annexe de son cerveau, parce qu'une fois que c'est déposé, eh ben, ça permet de pouvoir être présent à ce qu'on fait, Mhm. parce que c'est rangé ailleurs, en fait. Hmm. Et ça, je pense que il me l'a transmis, et je pense que ça a été vraiment une grande, grande aide Mhm. pour justement lutter contre voilà, des petites fragilités. Euh, je pense que quand j'étais en cours, j'étais pas forcément là à 100% tout le temps. Ouais. Et donc, il y avait peut-être une petite déperdition entre ce que j'entendais et ce que je devais restituer après. Mhm. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, l'organisation, la méthodologie, tout ce qui est planification, etc. Hmm. Voilà. Excellent. Je suis en train de penser au mur de la chambre. Il y a des affiches, et le son que tu écoutes, il y a des Ouais. musiques que tu aimes, des groupes qui sont comme ça essentiels. Je suis en train de voir une bibliothèque. Est-ce qu'il y a des livres qui sont précieux? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager de ce qui a Euh, fait sens pour toi? Bah, il y avait ma passion pour l'équitation, donc forcément il y avait plein de posters de chevaux, Ah oui, 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 forcément. oui. Euh, il y avait aussi, je pense, quelque chose que je revois tout en haut, que j'avais tiré une ficelle sur laquelle j'avais mis tous mes flots. Vous savez, ces petites, tu sais, Vanessa, ces petites cocardes qu'on gagne dans les concours Oui, d'équitation. Et finalement, bah, c'était mes réussites. Et j'avais besoin de voir ces réussites oui. affichées devant moi. Je Hmm, pense pour cultiver une forme de confiance hmm, dans ma capacité à réussir à faire quelque chose. hmm, Et donc j'avais ça sous les yeux et je pense que plus les années ont passé, plus le mur était plein. Et je pense que ça me faisait un bien fou en fait. hmm, C'est pas pour rien, je pense que je les avais affichés. hmm, Ces flots de tous ces concours qu'on a pu faire en traversant la Normandie de long en large en travers. hmm. Dans ma chambre, il y avait de la musique. Ouais, beaucoup de musique, forcément. Ouais. Alors, si on m'avait dit que travailler en musique n'aidait pas forcément, peut-être que ça m'aurait aidé aussi. Donc, oui, en fait, travailler avec des chansons qu'on aime et qu'on a envie de chanter, ça aide pas du tout à Ça aide travailler. pas du Parce que tout. le cerveau, il peut pas être en double tâche. Le Hmm, cerveau, il peut pas chanter en même temps que d'apprendre une leçon de sciences éco. Ça hmm, marche pas. Euh, donc, ouais, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de musique, ouais, j'aimais bien hmm. chanter, j'aimais bien, ça me renvoyait, voilà, à toutes les bandes de copains avec qui on était en train de faire la fête
perpétuellement. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette chambre? Je pensais aux livres, alors est-ce que tu étais une lectrice ou pas spécialement? Ouais, j'aimais bien les romans, j'aimais bien lire. Ouais, ouais, ouais. BD, roman? Romans, Ouais. ouais. Ouais, ouais, j'aimais bien m'identifier dans des romans, dans des témoignages, dans des Mhm. choses comme ça. Mhm. Ça a toujours été assez fort pour moi. Mhm. La bibliothèque était bien pleine et continue encore. Je suis en train de me poser la question de ce qui a été peut-être problématique, de ce qui a manqué pour toi. Et peut-être ce que toi tu as reçu et que tu as vu que d'autres n'avaient pas forcément reçu. Qu'est-ce que tu pourrais transmettre finalement dans la relation parent-enfant, parent-ado, qui a pu être un levier essentiel. Alors peut-être que tu retrouves ça aussi dans ta pratique aujourd'hui, mais de peut-être ouvrir un espace dans lequel il y aurait des tips pour parents. Ouais. Euh, de quoi j'ai manqué? Alors j'ai manqué d'une maman, parce que j'ai perdu ma maman très tôt, ça c'est Mm, sûr. Donc l'amour d'une maman, mm, ça c'est sûr il m'a fait défaut. Et je pense qu'à l'adolescence, c'est encore une autre façon. C'est encore mm, un autre manque qui est présent, mais mm, ça c'est l'histoire d'une vie. mm, Euh, je n'ai pas pour autant manqué d'amour, parce que j'ai eu une belle-mère qui nous a accompagnés et qui a donné beaucoup pour mm, nous. Et ça, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui a été reçu. mhm, Euh, Peut-être ce que j'aurais peut-être plus euh, aimé recevoir, alors dans le cas d'une grande fratrie, ce qui est peut-être un peu compliqué, on était 7 enfants, avec des âges très différents, des mm. besoins très différents, c'est peut-être cette connexion euh, individuelle, Oui. d'avoir des moments privilégiés. Mhm. Euh, J'en ai eu, mais je pense que quand on y goûte, on a envie d'en avoir plus. Plus encore, oui. Je me souviens quand même de mon père qui s'est remis à cheval à 45 ans pour faire des balades à cheval avec moi. Et Mm, ça, c'était quand même un super beau cadeau. C'était une super belle connexion dans quelque chose qu'on aimait tous les deux. Euh, mais je pense que ouais, j'aurais aimé peut-être en vivre encore plus. mm, Euh, Ces moments peut-être aussi autour de la féminité. mhm. Je les ai vécus un peu avec mes sœurs, euh, qui ont, euh, qui ont peut-être partagé ça, voilà, des virées de shopping. Euh, et ça, c'est vrai que c'est des moments en fait où, euh, je pense pour les parents qui nous écoutent, en fait, c'est des moments, c'est des petits moments du quotidien, mais Mm, ça fait tellement de bien en fait. mm, Euh, on sort des préoccupations, on sort de la maison et puis euh, on, on accompagne la jeune fille, le jeune homme en devenir, et puis on l'aide aussi à faire ses choix. oui. Et ça, c'est tellement important aussi dans ce qu'on a envie de montrer de nous-mêmes, dans Mm, l'apparence qu'on peut laisser autour de nous, mhm, transmettre. mm. Waouh. J'ai entendu en fait l'importance pour la jeune fille que tu as été de partager des moments de qualité, au fond, d'avoir des temps en commun et Ouais. de finalement évoluer, vivre, partager, sentir, grandir ensemble. Ouais. Ouais, c'était ça Ouais, et qui puis était ça passe important. vite, tu vois, ces temps-là. Moi, je vois en tant que maman, mon aînée, elle a 17 ans. Je me dis, ben ouais, potentiellement dans 2 3 ans, on n'a plus ces repas autour de la table où, Mm, alors qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui mm, t'a mis le cœur en joie? Quelle est ta fierté? Euh, mm, et puis de pouvoir aussi relever leurs réussites, leur fierté. Waouh, super! Cette semaine, vous m'avez vachement aidé, les enfants. Vous m'avez apporté une aide à la maison et j'ai vu que vous étiez capable. mm, J'avais beaucoup de boulot. Votre papa n'était pas là cette semaine. C'était compliqué pour moi, mais waouh, merci. Euh, mm. et là, quand en fait on a cette discussion-là, c'est quand même, c'est tellement puissant. Et en fait, j'ai envie de dire aux parents qui nous écoutent, mais euh, je pense que le plus grand cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est ces moments, ce temps en fait qu'on peut leur donner. Le temps qu'on donne et la qualité de présence, j'entends Exactement. aussi. Ouais. Ouais, ouais. Mm, Alors, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas énorme, hein.
Moi, par exemple, mon travail fait que je travaille en fin de journée, donc je suis pas toujours présente à des heures où ça rentre du collège, du lycée, etc. Mais j'ai gardé un tout petit espace à 16h15 pour aller chercher le dernier à l'école. Ouais. Et en fait, c'est 10 minutes de marche entre l'école et la maison. C'est 10 minutes de goûter ensemble avant que moi je parte travailler. Mais c'est incroyable ce qui se passe. On se parle, je reçois, j'écoute. Il y a les frustrations, il y a les difficultés, il y a parfois la mauvaise humeur, parfois la colère aussi, de la journée qui s'est pas bien passée. Mais j'essaye d'être à 100%. C'est pas 2 heures avec lui, mais ça marche. Ça fonctionne. Ce que j'aime bien aussi dans ce que tu décris, c'est ô combien la conscience de ces moments-là change aussi la qualité de ce qu'on y met. Ouais. Savoir qu'on n'a pas tout le temps, mais savoir qu'on a 10 minutes et les vivre pleinement, c'est aussi ça. Ouais, je débranche mon cerveau de mes préoccupations et je vais m'asseoir sur le bord du lit quand tous les plus jeunes sont couchés et on parle 10 minutes. Qu'est-ce qui te préoccupe et ça va avec tes copines en ce moment et qu'est-ce que ce week-end, c'est quoi tes projets et puis en fait, après, le scolaire, il passe... En fait, il n'y a pas de conflit, en fait. Parce qu'on est connecté, en fait, sur l'essentiel, sur ce qui nous relie, sur ce qui nous connecte, sur ce qui nous plaît, sur ce qui nous rassemble. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas besoin de tant de... Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Pas besoin d'aller... Disneyland. Ouais, je pensais à Disney, exactement. Il n'y a pas besoin, forcément. Ouais. Ok. Voilà. Bah écoute Marie, je suis enchantée d'avoir reçu au micro des portes qui claquent. C'est déjà fini ? Ben ouais. En ce qui me concerne, est-ce que tu aurais autre chose à nous partager ? Je suis preneuse, Moi, j'ai envie de dire, mais profitez en fait de ces moments-là. J'ai envie de dire profitez parce que les ados, en fait, c'est une période extraordinaire. Moi, très souvent, quand je raccompagne les ados à la porte, mais je fais le chemin inverse, je me dis, mais ils sont tellement intéressants. Ils ont tellement de choses à nous faire comprendre sur le monde qui nous entoure. Et puis, c'est les adultes de demain. Donc, il faut qu'on croie en eux, il faut qu'on leur donne les clés pour qu'ils puissent se construire et nous aider demain à prendre des bonnes décisions pour le monde qui nous attend. Qu'on partage, ouais. Et qu'on partage. Et franchement, ils sont passionnants. Je les adore. Ça, je crois qu'on a entendu ça. Merci beaucoup, Marie. Merci, Vanessa.